Bonjour à tous, alors deuxième partie du cours sur les territoires ultramarins. Alors aujourd'hui nous allons voir des territoires dans leur environnement régional. Alors quelques mises au point sur le vocabulaire pour pouvoir commencer ce cours, donc ça on l'avait déjà vu la dernière fois mais c'est bon de reprendre tout ça. Alors s'il fallait retenir un peu de vocabulaire, d'abord les territoires ultramarins, c'est le nom qu'on donne aux territoires français en dehors du continent européen. Les DROMCOM, pardon, ce que vos parents appelaient les DOM-TOM, les départements et régions d'outre-mer ou les collectivités d'outre-mer. Et puis la France métropolitaine ou métropole, c'est ce qu'on appelle la France à proprement parler, la portion de la France située sur le continent européen. Voilà, c'est deux, trois petits mots de vocabulaire qu'il faut maîtriser avant de commencer ce chapitre. Alors nous aujourd'hui, on va se poser une question, c'est comment les territoires ultramarins gèrent leurs liens étroits avec la métropole et leur environnement régional. Parce que ce qui marque effectivement ces territoires ultramarins, c'est leur éloignement avec la métropole. Si l'on prend la Polynésie française, donc Tahiti notamment, on est à 17 000 km. La Guadeloupe, on est à presque 8-9 000 km. 7 000 km pour la Guyane, 22 000 km pour Wallis et Futuna et presque 9 300 km pour Mayotte ou la Réunion. Alors, c'est vrai que l'éloignement l'éloignement géographique semblerait les mettre à distance de la métropole, et pourtant, il y a des liens très très forts, très étroits avec la métropole. Alors, il a fallu pour cela des investissements, des infrastructures très pointues. Alors là, ici, je vous montre par exemple l'aéroport de Papeete. Alors, c'est à Tahiti, donc on est en Polynésie. Et c'est un aéroport qui a été décidé en 1958. L'idée, c'est que le territoire ultramarin est très éloigné de la métropole et donc il faut lui donner les moyens de le relier au territoire. C'est ce qu'on appelle la continuité géographique. Vous pouvez être à 20 000 km, mais il faut que tous les habitants de la République française puissent se rendre en métropole. Et donc, il a fallu construire ce gigantesque aéroport qui a été, si vous le voyez bien, construit sur la lagune qui est ici. Donc en fait, il a fallu combler une partie du lagon. Donc on ne parle pas d'écologie, on est bien d'accord. Là, on parle d'aménagement du territoire. Mais donc il a fallu agrandir cet aéroport en 2014. Donc tout cela afin de permettre un acheminement des populations et des marchandises vers la métropole. Donc cette continuité géographique, on peut la voir nous aussi avec la création de compagnies aériennes comme Air Tahiti Nui, créée en 1996 par la collectivité, par les autorités de Tahiti, afin de permettre des liaisons régulières entre la métropole et la Polynésie. Alors c'est peut-être le cas le plus flagrant du côté de Mayotte, qui est devenu un département français, un DROM en 2009. Alors ici, le problème est qu'il n'y avait pas de liaison directe entre Mayotte ici et Paris. Si l'on voulait aller de Mayotte vers Paris, il fallait aller soit vers la Réunion, soit passer par le Kenya ou par Madagascar. Donc on se retrouvait presque à 20 heures ou 15 heures d'avion, sans compter le temps d'escale au Kenya, à Madagascar ou à la Réunion. Et donc tout l'enjeu a été d'assurer la continuité géographique entre la métropole et ce territoire ultramarin. Je vous lis un texte de 2016 qui vous raconte cela. Après des années d'attente, les Mahorais, donc les habitants de Mayotte, vont enfin pouvoir se rendre en métropole sans avoir à passer par la case Réunion. Ça y est, l'enjeu c'est de créer une ligne directe. Air Austral, donc une compagnie aérienne, met en place une liaison directe entre l'aéroport de Mayotte et celui de Paris, Paris-Charles de Gaulle. Il y aura 2 vols par semaine. Seul problème, la longueur de la piste et l'appareillage existant ne permettront pas les atterrissages par temps de pluie. Il ne reste donc plus qu'à espérer qu'il ne pleuve pas trop. Donc ce que nous dit le texte, qu'il a fallu vraiment trouver beaucoup d'imagination et faire beaucoup d'efforts pour permettre la construction d'un aéroport, pouvoir permettre cette liaison aérienne régulière avec la métropole, mais ceci est fait avec un objectif: désenclaver Mayotte, le relier au territoire de la République. C'est fait désormais depuis 2016. Autre exemple, autre illustration de cette continuité géographique, c'est-à-dire que vous pouvez être très éloigné de la métropole, mais pourtant vous êtes très relié à elle, vous avez des liens étroits à elle. Alors on pourrait parler notamment de la continuité géographique et du sport de haut niveau à La Réunion. Alors vous avez un certain nombre de sportifs de haut niveau à La Réunion. Alors il y en a certains qui sont très connus, d'autres un peu moins, ça dépend quelle est votre pratique du sport. Mais par exemple chez les footballeurs, vous avez le plus célèbre des Réunionnais qui est Dimitri Payet,
qui a joué en équipe de France et qui joue actuellement à l'Olympique de Marseille. Et puis vous avez le club de la Tamponnaise Basketball, la ville du Tampon à La Réunion, a été championne de France féminine en basketball. Alors le problème, c'est que pour participer à des championnats de France, pour participer à des épreuves sportives, il faut faire régulièrement des allers-retours entre La Réunion et Paris, et on vous dit que le billet, dans cet article de 2015, le billet coûte environ 1000 euros. Donc si vous faites 3 compétitions par an, cela vous coûte 3000 euros. Donc là, on a complètement le principe de continuité géographique. Il a fallu trouver une solution. Et, je vous lis le texte, président de la Tamponnaise Basketball, Johan Guillou a pu, lui, amener ses joueuses en métropole pour disputer des phases finales en National 3 qu'elles ont brillamment remporté le 7 juin dernier. Comme nous avons été champions à La Réunion, il y a là continuité du championnat en métropole. Nous avons eu des aides des collectivités et même de la fédération. Donc, exemple d'aménagement, si on récapitule un peu tout ça, on peut construire des infrastructures, notamment des aéroports, pour relier ces territoires ultramarins à Paris. Deuxième possibilité, on peut offrir des subventions, on peut offrir toute une série de dispositifs, notamment pour les sportifs de haut niveau, avec notamment des prix privilégiés sur les billets d'avion, c'est le cas, hein. Par exemple, un sportif de haut niveau reconnu comme tel ne paye ses billets d'avion que 300 euros au lieu de 1000, afin de lui permettre de participer aux activités sportives nationales. Et puis, les collectivités locales subventionnent les clubs locaux afin qu'ils puissent se rendre dans les championnats en métropole. Ça, c'est un exemple de la continuité géographique. Alors, ce qui est surprenant, c'est que malgré la distance, donc ces territoires sont très liés à Paris, et en fait ont assez peu de liens avec leur environnement régional. Alors je vous propose d'étudier ça avec l'exemple de la Martinique. On va essayer de multiplier les exemples ici. Alors la Martinique, ça se trouve ici, c'est le petit point rouge, c'est une toute petite île. Ça se trouve juste en face du Venezuela, de la Colombie. Ici vous avez Cuba, là ici vous avez les États-Unis et vous avez le Mexique. Et bien pourtant, même si a priori le Venezuela, les États-Unis, le Mexique sont beaucoup plus proches géographiquement de la Martinique que de la France métropolitaine, et bien malgré tout les liens restent plus forts avec cette dernière. Alors on va regarder ici un exemple très simple qui est la répartition des importations à la Martinique en 2020. Alors les importations, c'est-à-dire voilà tous les produits nécessaires pour la vie des Martiniquais. Eh bien on s'aperçoit que dans les produits que la Martinique est obligée d'importer, 57% viennent de France métropolitaine, du Loir-et-Cher, de l'Indre-et-Loire, de Provence. À 7,8%, ça vient de Norvège, c'est essentiellement du poisson ou du matériel automobile. À peine à 6%, les États-Unis et les Caraïbes, et pourtant on a bien vu que la Martinique se trouvait dans les Caraïbes, à peine 1,8% pour les Caraïbes, auquel il faudra ajouter 1,7% pour la Guadeloupe. Donc vous avez globalement 3% des produits achetés par la Martinique qui vient des Caraïbes. On pourrait y rajouter 6% pour les États-Unis, et puis finalement tout vient d'Europe. C'est la même chose pour les importations, pour les exportations, pardon, à qui vendent, à qui sont vendus les produits fabriqués à la Martinique. Alors là ici vous avez pour l'année 2019. Alors ici, si on regarde les couleurs, les codes couleurs, en bleu tout ce qui est vendu vers la France métropolitaine, en jaune la Guadeloupe, en gris la Guyane, et en espèce de rosé ce qui est vendu vers les Caraïbes. Ben là c'est encore plus caricatural. Quasiment toute la production de la Martinique est vendue vers la France métropolitaine, c'est ce qui est en bleu. Ensuite, si on y rajoute les territoires ultramarins des Caraïbes, comme notamment la Guyane et la Guadeloupe, eh bien on arrive quasiment à 90% des produits exportés vers des territoires francophones, français, alors que la Caraïbe ne représente strictement rien. C'est ce que j'essaye de vous faire comprendre, à savoir que certes il y a une proximité géographique avec la région Caraïbe, mais finalement les territoires ultramarins n'ont quasiment aucun lien avec leur environnement régional, mais davantage avec la métropole. On retrouverait ça également avec la Réunion ou avec la Polynésie. Alors, si on continue sur l'exemple de la Martinique, on va lire un dernier petit texte, 2013. Les Antillais sont-ils caraïbéens? Alors,
réponse assez saugrenue, puisqu'effectivement la Martinique appartient aux Caraïbes, et pourtant, le patrimoine culturel de la Martinique la rapproche des îles voisines. En effet, la Martinique, Dominique et Sainte-Lucie peuvent par exemple se comprendre en créole. Il y a une langue commune, il y a une culture commune, notamment la langue créole, et on pourrait y rajouter également l'héritage de l'esclavage, s'il fallait faire un petit ajout historique. Pourtant, en Martinique, 37% seulement de la population se dit caribéenne et 90% des étudiants ont déjà voyagé en France contre seulement 56% dans la Caraïbe. Là, c'est flagrant quand vous faites un sondage, vous demandez à un habitant de la Martinique, vous sentez-vous français, européen ou alors caribéen. À peine un tiers de la population se dit d'abord caribéen, puis ensuite ils rajouteront français, puisque c'est un département d'outre-mer par ailleurs, et je vous rappelle que la Martinique appartient à l'Union européenne. Le niveau de vie et l'éducation sont par contre beaucoup plus similaires entre les Antilles françaises et la France qu'ils ne le sont par rapport à celles des îles voisines. Les Martiniquais sont considérés comme de riches touristes à Sainte-Lucie et en Dominique, où on les appelle the French, et les Anglais sont eux plus souvent perçus comme des travailleurs pauvres, des clandestins, bienvenus pour les travaux agricoles, la construction ou des trafiquants de drogue. Alors là, que vous dit le texte, eh bien, il vous dit qu'en fait, la Martinique, c'est un territoire un peu particulier, un peu perdu au milieu des Caraïbes, puisque c'est un pays français, un territoire français. Il a un niveau d'éducation et de richesse qui est assez similaire à celui de la France métropolitaine, alors que tous les pays environnants, à l'exception évidemment des États-Unis, sont des pays plutôt pauvres. Et donc, il y a toute une série de préjugés. Alors, les Martiniquais et les Guadeloupéens sont appelés The French quand ils vont à Cuba, à Saint-Domingue et dans toutes les îles voisines. The French, ça veut dire qu'ils sont de langue française, mais aussi qu'ils sont riches. Alors que, à l'inverse, quand vous avez des Cubains, des habitants de Saint-Domingue qui viennent à la Martinique, eux sont appelés les Anglais, et Anglais dans la région, c'est plutôt synonyme de pauvre. Dernière petite illustration de cet éloignement de l'environnement régional et de cette proximité avec la métropole. Eh bien, puisque les 5 départements d'outre-mer, à savoir la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, sont des territoires français, sont des départements français, ils appartiennent donc à l'Union européenne et bénéficient aussi de l'aide de cette organisation qu'on a déjà vue dans le chapitre sur l'Union européenne, qui s'appelle le FEDER, Fonds européen de développement régional. Donc l'Europe finance également des projets de développement, notamment touristique à la Martinique, et vous avez par exemple ce projet financé par le FEDER, donc par l'Union européenne, de construction d'hôtels, de restaurants, de structures liées au tourisme. Alors, s'il y avait 3 idées à retenir, d'abord, des territoires qui sont très éloignés, des territoires ultramarins très éloignés de la métropole, et pourtant qui restent très dépendants et très reliés à la France métropolitaine. Deuxièmement, ce principe essentiel de la France, le principe de la continuité territoriale. Il faut réduire les ruptures géographiques entre 2 territoires éloignés. Cela passe par des infrastructures telles que les aéroports, mais également des aides au déplacement et à la mobilité entre la métropole et les territoires ultramarins. Et troisièmement, conséquence des 2 premiers points, les territoires sont très mal intégrés à leur environnement régional, que ce soit la Réunion dans l'océan Indien ou la Martinique dans l'espace des Caraïbes. Je vous remercie de m'avoir écouté, au revoir à tous, et puis d'ici là, ne cherchez pas les histoires, c'est moi qui vous en trouve. Au revoir.